Mardi 20h30 sur la 3. Soir 3, Jacqueline Alexandre. En ouvrant à l'Élysée la rencontre de 75 prix Nobel, François Mitterrand demande aux scientifiques d'aider les politiques à préparer l'avenir des hommes. En Argentine, l'ex-colonel Rico viendrait de rendre les armes. Dans la journée, les troupes loyales au président Alfonsine auraient déjà repris le contrôle de plusieurs foyers de rébellion. Suspendue depuis 3 mois en raison du krach boursier, la privatisation de Matra débutera mercredi. Le prix de vente de l'action sera fixé demain. À Bruxelles, réunion marathon des ministres européens de l'agriculture, un énorme contentieux qu'il s'agit de résorber à 3 semaines du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Bonsoir. Aujourd'hui à Paris s'est ouverte la conférence des prix Nobel, une rencontre voulue par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, et par François Mitterrand. On attend pour la clôture jeudi prochain un message des prix Nobel au monde entier. Dès aujourd'hui, on a abordé un problème de fond qui est celui du rapport entre scientifiques et politiques. Richard Tripot. Ce sont les scientifiques qui ont offert à l'humanité les moyens de se détruire, à eux de chercher quelque chose de positif. Cette phrase du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, gageons que les 76 savants qui sont arrivés cet après-midi à l'Élysée l'avaient en tête. Et s'ils ne l'avaient pas, le président de la République allait se charger de leur rappeler en se livrant à une réflexion sur l'ambiguïté du progrès. Étrange siècle que le nôtre, devait-il déclarer d'entrée. Siècle qui fut celui du grand bond en avant scientifique, mais aussi celui des camps et de la bestialité, d'Auschwitz et de la pénicilline. Pour l'avenir, François Mitterrand a demandé à ses hôtes de réfléchir aux grands problèmes qui se posent à l'humanité et d'aider les responsables politiques à prendre des décisions. Aider seulement, car pour lui, la science ne doit pas dicter leur choix aux citoyens. Et je redoute tout ce qui pourrait ressembler au simulacre d'un gouvernement qui serait le gouvernement des sages. La souveraineté, je n'ai pas besoin de vous le dire, réside dans la nation, non dans un comité d'experts. Pour Elie Wiesel, le besoin de cette rencontre, la nécessité de réfléchir à l'avenir, a ses racines à Auschwitz. Mais après avoir énoncé comme une litanie les périls qui menacent encore l'humanité, la misère, l'oppression, le fanatisme, le terrorisme, le nucléaire, le prix Nobel de la paix a invité ses pairs à trouver ensemble des réponses. Il s'agit de sauver l'humanité, ou du moins notre humanité. Il s'agit de voir au-delà des abstractions des êtres humains dont la vie et la dignité sont menacées. Nous sommes tous dans un train qui court vers le précipice. Nous ne pouvons pas changer de train. Nous devons donc l'arrêter. Dès demain, c'est à l'hôtel Marigny que les travaux vont véritablement commencer sous la présidence du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. Elie Wiesel qui disait il y a seulement quelques jours, si cette conférence de Nobel pouvait sauver ne serait-ce qu'un jour de la vie d'un enfant, alors je serais content. En Argentine, encore une alerte pour le président Alfonsine et le régime démocratique argentin. L'ex-lieutenant-colonel Rico s'est rendu après 2 jours de rébellion dans une caserne du nord du pays. Dans quelles circonstances s'est effectuée cette reddition? À Buenos Aires, une correspondance par téléphone de Jean-Pierre Gallois, de l'AFP Audio. La reddition d'Aldo Rico a mis un terme à la crise qui a secoué l'Argentine depuis dimanche. Les autorités, si elles ne craignent plus pour l'ordre constitutionnel, se montrent toutefois préoccupées par le fait qu'il reste à Tucumán un foyer de rébellion. Dans cette ville, située à 1600 km au nord-ouest de la capitale, une centaine d'hommes fortement armés sont encore retranchés sous les ordres du lieutenant-colonel León, un des plus fanatiques admirateurs de Rico. Et il ne sera pas facile de les déloger par la force. Tucumán ont en effet une population de 500 000 habitants et la garnison est située presque en plein centre de la ville. Cela rend évidemment très dangereux pour la population civile toute intervention armée massive. Quoi qu'il en soit, et même si militairement la victoire militaire complète n'est pas encore acquise pour Alfonsine, il peut tout de même estimer que politiquement, il y a une nouvelle fois tenu en échec une tentative de renversement du régime démocratique. C'est la 2e fois en moins d'1 an que le lieutenant-colonel Aldo Rico lance un défi au pouvoir civil, alors qu'il y a 10 mois, le président Alfonsine avait mobilisé la population pour soutenir la démocratie.
Cette fois-ci, il a laissé le conflit se régler au sein même de l'armée. Francine Raymond. Le colonel Aldo Rico, c'est lui, surnommé Rambo pour ses faits d'armes au cours de la guerre des Malouines. Cet ultranationaliste, farouchement anticommuniste, nostalgique du péronisme des années 70, a tenté une fois encore de défier la démocratie argentine. C'est lui qui avait conduit la rébellion du Campo de Mayo en avril dernier. Le prix de sa reddition à l'époque, la démission du chef d'état-major de l'armée et le vote d'une loi d'amnistie pour les officiers subalternes responsables de violations de droits de l'homme pendant la dictature. Aujourd'hui, Rico et ses hommes exigent le limogeage du nouveau chef d'état-major de l'armée, Dante Caridi. Selon eux, il n'aurait pas réussi à restaurer la dignité des militaires comme il s'y était engagé. C'est sur le général Caridi, pourtant, que Raúl Alfonsín s'est appuyé pour mater la rébellion, comme s'il voulait laisser les militaires s'expliquer entre eux. Cette fois, le président argentin n'est pas monté en première ligne. Il l'avait fait en avril dernier. On se souvient de cette grande manifestation populaire pour soutenir la démocratie. Mais aujourd'hui, Raúl Alfonsín aurait-il eu le même appui de la population? En effet, on lui reproche d'avoir fait trop de concessions à l'armée. De plus, Raúl Alfonsín n'était pas certain, cette fois, d'obtenir le soutien des péronistes, majoritaires depuis les dernières élections. Les péronistes, eux aussi, sont restés dans l'ombre. En dépit d'une campagne électorale très meurtrière, les élections locales qui avaient lieu aujourd'hui en Haïti se sont plutôt déroulées dans le calme. De plus, les résultats confortent le pouvoir de Cory Aquino, et c'est évidemment en Argentine, aux Philippines. Je vous prie de m'excuser. Après son accession au pouvoir, il faut bien le dire, la Dame en jaune avait perdu de son aura. Hubert Coudurier. L'armée était en état d'alerte ce matin dans tout l'archipel philippin en raison d'une campagne électorale particulièrement sanglante selon les traditions bien établies du pays. Près d'une centaine de morts, dont la moitié constituée de candidats à ces élections locales, abattus pour la plupart par la guérilla communiste qu'aucun gouvernement n'a encore réussi à éradiquer. Toutefois, Cory Aquino sort une nouvelle fois renforcé de ces élections après le référendum il y a tout juste un an, légitimant son pouvoir issu d'une révolution populaire. Les premiers résultats donnent en effet l'avantage aux candidats soutenus par la Dame en jaune en dépit des tentatives de l'extrême droite de revenir sur la scène politique. Pourtant, même si la Dame en jaune semble avoir définitivement résisté aux tentatives de putsch, les espoirs qu'elle avait suscités se sont désormais évanouis. Le clanisme a repris ses droits et les grandes dynasties bourgeoises dont fait partie la présidente ont bloqué toute tentative de remédier aux inégalités, notamment par une réforme agraire. Le mythe Aquino a vécu. Il lui reste à achever son mandat qui prend fin en 1992 et qu'elle ne cherchera pas, dit-elle, à renouveler. 4 ans donc, mais pourquoi faire? En Haïti, on a enregistré plus de 90% d'abstention aux élections générales organisées par le gouvernement militaire. L'opposition dénonce déjà la légitimité d'un pouvoir issu d'une farce. Monsieur Yossif Begoun, le chef de file des Réfoujniks, ces juifs soviétiques qui veulent quitter l'URSS, s'est envolé aujourd'hui pour Israël avec 6 membres de sa famille. Il a appelé le numéro 1 soviétique à appliquer sa politique d'ouverture aux autres Réfoujniks. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Shevardnadze, qui était à Bonn aujourd'hui, s'est prononcé pour l'élimination totale des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire dont la portée n'excède pas 500 km. Jean Le Canuet était ce soir l'invité de Face au public sur France Inter. Le président de l'UDF a indiqué que le report des voix au second tour de l'élection présidentielle constituait le vrai problème de la majorité. C'est pourquoi Jean Le Canuet a proposé qu'au soir du premier tour, Jacques Chirac et Raymond Barre signifient solennellement leur union. Je suggère, et devant un écran de télévision, que le dimanche soir du premier tour, vers, quelle est la bonne heure, 10h30, 11h, ne chicanons pas sur une demi-heure, quand tous les Français pratiquement sont devant leur écran de télévision, M. Raymond Barre et M. Jacques Chirac soient côte à côte, pour que le moins fortuné des deux, par les suffrages, dise à l'autre, me voici à vos côtés pour votre victoire et pour la France. Je le répète, n'est-ce pas? Je souhaite la victoire de Barre. Je travaille la victoire de Barre parce qu'il est centriste, parce qu'il est démocrate, social, européen, etc. Mais si les Français avaient une préférence pour Jacques Chirac, moi je serais à ses côtés pour sa victoire. C'est le krach boursier qui avait mis provisoirement un terme aux privatisations en cours. Celle de Matra va finalement se faire.
L'opération publique de vente commencera mercredi et durera 8 jours. Selon M. Balladur, le ministre de l'Économie et des Finances, les conditions nécessaires à une reprise des privatisations sont à nouveau réunies. Un optimisme partagé par les dirigeants de Matra. Laure de Breuil. Jean-Luc Lagardère avait le sourire ce matin. Le compte à rebours de la privatisation de Matra a repris. L'État va vendre les 51% du capital qu'il détient, 19% étant offerts au public et 22% étant réservés à un groupe d'actionnaires stables. Le noyau dur a été choisi pour renforcer les choix stratégiques de Matra. On trouve l'allemand Daimler-Benz pour l'espace, le britannique General Electric pour l'électronique et le suédois Wallenberg Ericsson pour la téléphonie. En insistant sur ces alliances industrielles, Jean-Luc Lagardère entend provoquer chez ses futurs actionnaires français un sursaut de confiance. Je dis qu'il est essentiel que les petits actionnaires reprennent confiance. Ils reprennent confiance dans l'industrie de leur pays. Et Matra est un des beaux fleurons de l'industrie française. On ne peut pas avoir dans un pays une industrie forte si les citoyens de ce pays n'y croient pas, s'ils ne la soutiennent pas, s'ils n'ont pas confiance. L'optimisme des dirigeants de Matra se base également sur le fait que l'action a déjà perdu 30% de sa valeur depuis octobre. Elle sera proposée entre 119 et 121 francs à partir de mercredi, un prix jugé très attractif compte tenu du bon rendement de ses actions, 6% par an, et des bonnes perspectives de développement du groupe. La privatisation de Matra pourrait également bénéficier de l'argent amené par le remboursement de l'emprunt Giscard. Seule révision à la baisse, Matra espère convaincre 150 000 actionnaires contre les 250 000 prévus au mois d'octobre. Crise des marchés financiers oblige. Le prix de vente de l'action sera fixé demain. Réunis pour 2 jours et 2 nuits à Bruxelles, les ministres de l'Agriculture des 12 vont devoir débloquer la situation de l'Europe verte pour que le sommet des chefs d'État à Bruxelles ne réédite pas le mois prochain le fiasco de Copenhague. Sur place, notre envoyé spécial, Pierre-Yves Calizot. C'est le premier rendez-vous important sous présidence allemande. Souvenez-vous, ce sont les dossiers agricoles mal ficelés qui avaient été à l'origine le mois dernier de l'échec du sommet de Copenhague. Aussi, la RFA vient-elle de lancer un appel pressant à ses partenaires pour leur dire « Réussissons absolument le prochain sommet de Bruxelles les 11 et 12 février ». Alors, à l'ordre du jour, 2 points essentiels. D'abord, les stabilisateurs agromonétaires. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'au-delà d'un certain seuil de production, par exemple pour les céréales, les prix payés aux agriculteurs ne seront plus garantis. Pénalité supplémentaire. Deuxième point, le gel des terres. Oui, mais quelle surface, pour combien de temps et quelle indemnité versée aux agriculteurs? Alors on le voit, toutes ces mesures discutées ici à Bruxelles ont pour but de maîtriser les productions, donc les dépenses agricoles. Et oui, le budget de l'agriculture engloutit toujours les 2/3 d'un budget communautaire plutôt étriqué. Alors on dit que Français et Allemands sont sur la même longueur d'onde. On aimerait bien sûr partager l'optimisme de François Guillaume et Ignace Kichelet. En attendant, il faudra beaucoup de doigté aux responsables français pour expliquer aux agriculteurs, à quelques semaines des élections présidentielles, le bien fondé d'une baisse des prix de 12 à 20% selon les produits. Parmi les dépenses consacrées à l'Europe verte, ce sont les subventions à l'exportation qui pèsent le plus lourd. Subventions actuellement nécessaires pour garantir le revenu des agriculteurs et écouler les excédents. C'est très précisément ce qu'illustre le reportage de Claude Guénaud à Rouen, où les soviétiques prennent livraison d'importants achats de céréales. À la tombée de la nuit, le Mikhail Kutuzov va appareiller pour le port de Mourmansk. Dans ses cales, de l'orge, 15 000 tonnes. À 5 minutes à vol d'oiseau, le long des silos des coopératives d'Eure-et-Loire, le Borislav attend de prendre la relève du Naryan-Mar pour charger 6 000 tonnes de blé à destination d'un port de la Baltique. Depuis le début de l'année, le balai des navires soviétiques a repris dans le port de Rouen. D'ici la fin mars, environ 200 vraquiers auront pris livraison d'1 million de tonnes de céréales françaises, blé et orge. C'est Michel Doumingue, le fils, ici en compagnie du chef de la délégation commerciale soviétique à Paris pour une visite du port, qui a négocié le contrat pour Interagra. Avec des achats de l'ordre de 4 à 5 millions de tonnes pour la campagne en cours, l'URSS est un débouché de toute première importance pour les céréales françaises. Vous savez, dans la vie, c'est toujours un peu difficile et pas pratique de garder tous les œufs dans le même panier.
L'embargo du président Carter en 1980, l'URSS n'a pas oublié. Depuis, elle veille à diversifier ses approvisionnements. États-Unis, Canada, Argentine, Europe, profitant à fond de la concurrence que se livrent les pays producteurs pour écouler leurs excédents à coups de subventions. Ces céréales ont été vendues à un prix convenu avec Bruxelles et l'acheteur, donc effectivement à des niveaux qui sont de 71 $ pour le blé et 61 $ pour les orges. À 71 $ la tonne pour les soviétiques, mais aussi pour nos autres clients, Égypte, Tunisie, cela met le quintal de blé à 40 francs, alors que le paysan français, lui, l'a vendu autour de 120 francs. La différence, ce sont les subventions que verse la CE à l'exportateur, 130 écus par tonne. Ainsi, pour chaque quintal de blé exporté hors marché commun, Bruxelles paie plus de 90 francs. Le contrat d'1 million de tonnes, négocié par Michel Doumingue, a ainsi coûté près d'1 milliard de francs en subventions. Mais sans subvention, impossible d'exporter. Les concurrents, États-Unis en premier, ont la même politique, ruineuse, sauf pour les acheteurs. Procès d'action directe. Le substitut a requis aujourd'hui une peine de 10 ans de prison contre les principaux dirigeants d'Action directe, Rouillant, Ménigon, Aubron, Cipriani et les deux frères Alphen. Contre les autres, les peines demandées vont de 1 à 8 ans. Le verdict devrait être rendu avant la fin de la semaine. Une foule impressionnante et une soixantaine de journalistes se sont présentés ce matin aux portes de la salle d'audience de la cour d'assises de Mons, en Belgique. Ils venaient assister au procès des tueurs fous du Brabant. Fous parce qu'on n'arrive pas à déterminer clairement le mobile qui a poussé cette bande à multiplier les attaques à main armée, essentiellement dirigées contre des supermarchés. Attaques au cours desquelles ils ont tué 28 personnes entre 1982 et 1985. Seuls 6 membres présumés de la bande ont été arrêtés. Leur procès, qui s'est ouvert ce matin, devrait durer 3 semaines. Marie-Odile Pagnès. Les tueurs fous du Brabant devant leur juge. Pendant 3 ans, ce gang a semé la terreur en Belgique. À chaque fois, le même scénario. Des hommes masqués pénètrent dans un supermarché de la banlieue bruxelloise peu avant la fermeture. Fusillade aux caisses pour créer la panique, rafle d'un butin souvent dérisoire, et puis une ultime tuerie pour supprimer les témoins avant la fuite. En 1983, le suspect numéro 1, Michel Cocu, ancien policier révoqué, est arrêté. Il dénonce 5 autres membres de la bande, 3 Belges, un Français et un Algérien. Certains avouent leur participation au massacre, puis se rétractent. Ces aveux reniés, quelques armes constituent aujourd'hui l'essentiel des charges d'accusation. Mais les 6 inculpés qui comparaissent à Mons n'auront à répondre que de 4 des 28 meurtres attribués au gang. Il leur a été matériellement impossible de commettre la plupart des autres. Le dossier des tueurs fous du Brabant n'est donc pas clos. De nombreuses pistes semblent maintenant mener vers les milieux de l'extrême droite belge. Et la presse reparle d'une machination visant à déstabiliser le pays. Ultime rebondissement dans l'affaire de la thèse contestée sur les chambres à gaz. Aujourd'hui, le tribunal de Nantes a retiré le titre de docteur en annulant la soutenance de thèse d'Henri Roch, qui a aussitôt décidé de faire appel. Nouveau drame dans le Paris-Dakar. Une petite fille de 10 ans a été fauchée par une voiture. Elle est morte peu de temps après son admission à l'hôpital de Kita. C'est la 3e victime depuis le début de l'épreuve. D'autre part, l'état de santé du garde républicain Jean-Claude Huget est préoccupant. Il est toujours dans le coma. Rallye de Monte-Carlo, une première journée sans surprise. Les Lancia Delta mènent la course. À l'arrivée à Gap, le Français Bruno Sabi a 16 secondes d'avance sur un autre Français, Yves Loubet, et 6 minutes 10 sur l'Italien Alessandro Fiorio. Pendant la durée de la compétition, vous aurez chaque jour un résumé de la course immédiatement après Soir 3. Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, la plus grande banque centrale du monde, continue à prôner la stabilité du dollar. Bien qu'éloigné de sa fonction officielle depuis près d'1 an, son avis a toujours autant de poids dans le monde occidental. Invité à Paris par le quotidien Le Monde, il participait ce soir à un débat sur le thème « La crise du dollar et ses conséquences ». Paul Volcker a répété son credo et redit qu'il fallait stabiliser le dollar à tout prix, mais que l'Europe devait elle aussi participer à la relance de la croissance mondiale. Marie Cartier.
Le dollar va continuer de flotter, mais je voudrais qu'il soit plus stable. Cela demande un effort de la part des États-Unis. Il faut réduire notre déficit, maintenir la stabilité des prix et la croissance industrielle. Mais l'Europe doit aussi nous aider. Or, sa croissance est trop faible et son taux de chômage est trop fort. Je pense que c'est important que l'Europe progresse plus rapidement. Les pays les plus industrialisés doivent-ils se réunir plus souvent pour prendre des décisions ensemble? Oh, ils se réunissent très souvent, peut-être même trop. C'est plus facile de se réunir que d'agir. Et nous avons besoin d'action. Lendemain de fête sur les marchés financiers, on a encore la tête qui tourne et besoin de récupérer. Tokyo a retravaillé aujourd'hui, mais c'était au tour des banques américaines d'être fermées. Activité réduite donc, malgré la forte progression du dollar, la bourse de Paris était en baisse aujourd'hui. Martine Thiebaud. Un feu de paille la hausse de vendredi? Non, pas vraiment, même si la bourse de Paris a reperdu aujourd'hui 1,5%. La confiance renaît lentement et justement, on a remis un peu d'ordre dans ses affaires. Et puis déception, la baisse attendue des taux français n'a pas eu lieu. Les replis étaient assez violents, moins 10% pour Fichet-Bosch. Moins 7% pour Mine de Salsigne et moins 6,7% pour Bafip. Entre 5 et 6%, Bis, L'Oréal, Crouzet et Nordon. En hausse de plus de 4%, Majorette, Rue Impériale, Gerland et Greg. Cérus et Duménil-le-Blé entrent en force dans la capitale de Générale de Belgique. Les cotations des 3 sociétés ont été suspendues aujourd'hui, ajoutons Matra. L'or a reperdu du terrain, moins 14 $ pour l'once à 473 $. Le lingot a gagné 300 francs à 86 600 francs et le Napoléon cédé 8 francs. Le dollar a repris beaucoup de terrain par rapport au fixing de Paris de vendredi dernier, 17 centimes. Rappelons que le fixage des devises a lieu à 13h30. Le franc en profite amplement et se rapproche maintenant de son cours pivot face aux marques. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. En ouvrant à l'Élysée la rencontre de 75 prix Nobel, François Mitterrand demande aux scientifiques d'aider les politiques à préparer l'avenir des hommes. En Argentine, l'ex-colonel Rico viendrait de rendre les armes. Dans la journée, les troupes loyales au président Alfonsine avaient déjà repris le contrôle de plusieurs foyers de rébellion. Suspendue depuis 3 mois en raison du krach boursier, la privatisation de Matra débutera mercredi. Le prix de vente de l'action sera fixé demain. Enfin, à Bruxelles, réunion marathon des ministres européens de l'agriculture. Un énorme contentieux qu'il s'agit de résorber à 3 semaines du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, demain, les flashs de 11h55, 12h55, 15h et 17h, Dominique Poncet, 19h20, Catherine Matoche, Philippe Dessein. Je vous retrouverai à 22h05 pour Soir 3, après le film américain Le Raid. Dans quelques instants, la météo de Michel Touret, puis le résumé du jour du rallye de Monte-Carlo. À demain, bonne fin de soirée. De chat derrière l'oreille. Reste au chaud, c'est un conseil. Bonsoir et bienvenue. Demain, si vous voulez du soleil, il faudra aller le chercher dans votre jardin secret. Pourquoi? Eh bien parce que la France est devenue le royaume des perturbations. Celle de l'ouest qui nous vient de l'Atlantique et celle du sud qui remonte et qui glisse tout doucement vers les pays de l'Est, mais qui touchera quand même la côte méditerranéenne. Alors de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Nice, en passant par Marseille, au sud de cette ligne, vous aurez de la pluie et des vents assez forts soufflant d'est. À l'extrême ouest, sur les côtes de la Manche et sur le Finistère, de la pluie également et du vent venant, lui, alors là, du sud. Au centre de la France, brouillards matinaux au nord et gros nuages noirs au sud. Vous voyez, on n'est pas très gâtés, mais je vous propose l'évolution du temps en cours de journée. Au nord d'une ligne Valenciennes-Bordeaux, pluie. Le vent persistera sur la pointe du Finistère. Sur Est, Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Cévennes, Provence-Côte d'Azur, Alpes du Sud et Corse, pluie accompagnée de vent en Méditerranée. Entre ces deux zones, ciel gris, donc tristouné. Attention, je vous signale quand même un arrivage de neige dans la semaine, donc bravo pour la montagne. Les températures assez fraîches le matin, entre moins 1 et 12 degrés, mais c'est relativement doux pour la saison. L'après-midi, évidemment, en hausse. Voyons-les ensemble. 8 degrés à Lille, Dijon, Paris, 10 à Brest, Nantes, Lyon, 12 à Bordeaux, Toulouse,
14 à Nice, 17 record du jour à Ajaccio et 3 étoiles d'ordinateur afin de réchauffer les habitants de Metz où il ne fera que 5 degrés. Et une petite fleur d'ordinateur pour les habitants d'Aix-en-Provence où il fera exactement boulevard du Roi René à la hauteur du 170, 13 degrés à 14 heures. Voilà, en ce qui concerne les températures européennes de nos voisins européens, découvrons-les ensemble. Stockholm, 2 degrés, petite pluie. Bruxelles, 5 degrés, ciel gris. Budapest, 6 degrés, soleil. Milan, 6 degrés, faible pluie. Athènes, 13 degrés, soleil. Lisbonne, 12 degrés, averse. Alger, 15 degrés, averse. Mardi 19 janvier, n'oubliez surtout pas de fêter les Marius en prenant l'apéritif avec une olive. Bonne soirée. Pas de chat derrière l'oreille. Reste au chaud, c'est un conseil. Chauffage au fioul. Sabi au départ de Saint-Jean-en-Royans, 53 secondes d'avance sur son coéquipier Loubet. Un claquement sec, l'arbre de transmission avant de la Lancia vient de casser, une dure journée en perspective. Nouvelle donne, Loubet croise les doigts, le voilà parti pour une course-poursuite de 5 spéciales. Le pilote corse appelle cela « attaquer à paquet ». Sabi n'a plus que 2 roues motrices et fait avec, mais son capital fond au soleil. 43 secondes de retard à la sortie de cette 7e spéciale. Sa Lancia glisse décidément un peu trop. Derrière ce duel à couteau tiré, l'Italien Alessandro Fiorio assure le triomphe de Lancia. Les Italiennes sont seules en tête. Salonen, à bord de la Mazda rescapée, a été fortement pénalisé hier. Il cherche maintenant à s'extraire des profondeurs du classement en réalisant tout au long de la journée de fort jolis temps, mais en se plaignant malgré tout de la transmission de la Mazda. Alain Oreille, lui, a eu la bonne idée de ne pas sortir de la route à cet endroit. Mais il va à la faute dans la spéciale numéro 8, Saint-Nazaire-le-Désert. Un sous-virage trop accentué, la Héronce Turbo glisse au fond d'un fossé. Il faudra 20 minutes et les efforts de nombreux spectateurs pour l'en sortir. Oreille est 21e ce soir et Ballet, nouveau leader des 2 roues motrices, sa 205 GTI en frétille de joie. En groupe N, l'autre grenoblois de choc, Bertrand Ballas, n'a pas chômé pour se tenir à l'écart des 2 turbo-drivers, Moffret et Fro. La Lancia connaît des problèmes de pont arrière, elle est difficile à maîtriser, mais l'écart entre Ballas et son plus proche poursuivant, Éric Moffret, est resté stable. Et dans tout cela, me direz-vous, Loubet a-t-il réussi à prendre la tête de ce 56e rallye de Monte-Carlo? Oui, mais de très peu et pour très peu de temps. Le Corse épingle les 3 premiers meilleurs temps à l'issue de la 8e spéciale. Il est dans la même seconde que Bruno Sabi, mais leader, puisqu'ayant signé le plus grand nombre de scratchs. Mais Sabi parvient à faire changer sa transmission et repart à l'attaque. Meilleur temps dans les 3 dernières spéciales de la journée. Il entre au parc fermé de Gap avec une avance de 16 secondes. Bravo pour le scénario et la réalisation. Mais les acteurs ne risquent-ils pas de se fatiguer? Ça va, je savais que de toute façon que ça allait être dur. Jusqu'à présent, je n'avais pas mené un gros rythme parce que je pouvais contenir la course comme ça. Mais maintenant, donc, qu'il faut que je refasse mon petit pécule que j'avais hier, je suis obligé de mener un rythme un peu plus important. J'ai réussi quand même à pas faire du tout mal à la voiture en allant vite. Bon, maintenant, après, il restera, vous savez, on n'est même pas à la moitié du rallye encore. Demain soir, on commencera à être plus près de la moitié du rallye et après, il y a toute l'étape dans le sud.